remember Sade is forever, she will be forever remembered as an angel. Elle avait 19 ans, et c'est un torse abandonné près d'un conteneur qui a parlé à sa place. Ce soir-là, Sade Robinson est sorti pour un simple rendez-vous. 2 jours plus tard, Milwaukee découvre l'indicible. Sade, étudiante brillante et ambitieuse, rêvait de voler dans l'armée de l'air. À l'opposé, Maxwell Anderson est aujourd'hui au cœur d'un procès glaçant. Un homme sans antécédent, mais avec un sous-sol transformé en scène de crime. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Qui était vraiment cet homme rencontré via une application? Et comment les enquêteurs ont-ils reconstitué le puzzle d'un meurtre aussi méthodique que monstrueux? Dans cette vidéo, on va retracer toute la chronologie, révéler les détails méconnus de l'affaire, et comprendre comment une mère brisée est devenue une militante nationale. Bienvenue dans Ombre des faits. Si tu es passionné de crimes et de faits étranges, je t'invite à t'abonner, commençons. Milwaukee, printemps 2024. Dans cette ville du Midwest américain rythmée par les hivers glacials et les espoirs modestes, vivait une jeune femme dont la lumière ne passait pas inaperçue, Sade Robinson. À 19 ans, elle incarnait la détermination, l'espoir et la résilience que la vie dans les quartiers populaires exige souvent en silence. Étudiante à l'université de Milwaukee, elle rêvait de s'engager dans l'armée de l'air. Ce n'était pas une échappatoire, mais un projet de vie, une volonté de s'élever, de se battre pour un avenir meilleur. Ses proches la décrivaient comme pétillante, gentille, dotée d'un sens de l'humour à la fois malicieux et bienveillant. En parallèle de ses études, elle travaillait dans une pizzeria locale. Cette indépendance précoce parlait d'elle-même. Sade croyait au mérite, à l'effort, à sa propre voix. Le 1er avril 2024, Sade avait prévu un rendez-vous. C'était un premier date, organisé via une application de rencontre. L'homme qu'elle allait rencontrer s'appelait Maxwell Anderson, 34 ans. Anderson se présentait comme un homme stable, amateur de vin et de musique, mais derrière cette façade se cachait une noirceur que Sade ne pouvait soupçonner. Ce soir-là, elle portait une robe noire et des baskets blanches. Elle avait envoyé des messages à ses amis plus tôt dans la journée, exprimant son excitation. Le rendez-vous se déroulait dans plusieurs bars du centre-ville. Des caméras de surveillance les ont capturés ensemble, souriant, discutant autour de boissons. À première vue, rien d'alarmant. Pourtant, à 21h36, une dernière image montre Anderson l'accompagnant jusqu'à sa voiture dans un parking. C'est la dernière trace visible de Sade vivante. Le lendemain, ses collègues commencent à s'inquiéter. Elle ne se présente pas à son travail, ce qui est très inhabituel. Ses amis tentent de la joindre, sans succès. Sa mère, Sheena Scarborough, sent que quelque chose ne va pas. Le soir même, elle signale la disparition de sa fille à la police. Les premiers agents minimisent, les jeunes adultes partent parfois sans prévenir. Mais Sheena insiste, elle connaît sa fille, et ce silence est anormal. Pendant ce temps, à plusieurs kilomètres du centre, des passants trouvent un sac noir abandonné près d'un conteneur. À l'intérieur, un torse humain. Les analyses ADN confirmeront plus tard qu'il s'agit de celui de Sade. L'enquête prend un tournant brutal. Les policiers remontent les images de vidéosurveillance. Grâce aux données de géolocalisation et aux enregistrements téléphoniques, ils identifient le dernier homme vu avec elle, Maxwell Anderson. La voiture de Sade est retrouvée incendiée sur une route isolée. Sur son téléphone, une photo inquiétante montre un sous-sol recouvert de bâches en plastique, avec des outils posés au sol. Ces indices tracent une mise en scène macabre. Un informateur anonyme contacte les enquêteurs, affirmant qu'Anderson aurait parlé, quelques jours plus tôt, d'un projet pour se débarrasser d'une fille. Ces propos semblaient alors absurdes. Ils ne le sont plus. La communauté de Milwaukee est secouée. Des veillées s'organisent, des bougies s'alignent devant l'université. Des portraits de Sade souriante inondent les réseaux sociaux, accompagnés du hashtag Justice for Sade. Ce n'est pas seulement une affaire de meurtre, c'est une blessure profonde pour les femmes noires, souvent négligées dans les récits médiatiques. La douleur de Sheena devient publique. Elle parle de sa fille à la télévision, d'une voix tremblante mais déterminée à ne pas la laisser sombrer dans l'oubli. Le visage de Sade Robinson était désormais partout, sur les murs de Milwaukee, dans les posts Facebook, à la une des journaux locaux. Une jeune femme pleine de vie, dont le destin avait été arraché d'une manière si brutale que même les policiers les plus aguerris semblaient avoir du mal à déglutir. L'affaire ne pouvait plus être ignorée. Dans les couloirs du commissariat, une cellule spéciale se forma. Reconstituer minute par minute la dernière nuit de Sade Robinson, découvrir qui était Maxwell Anderson et ce qu'il cachait. Les enquêteurs commencèrent par interroger ses voisins, ses collègues, ses anciens employeurs. Très vite, un portrait inquiétant se dessine. Anderson vivait seul dans une maison modeste en périphérie, mais son sous-sol, fermé à clé, intriguait. Un voisin rapporta qu'il voyait parfois Anderson rentrer avec de grandes bâches, des sacs de matériel de chantier, à des heures improbables. Un type discret, disait-on.
trop discret. Lors de la perquisition, les policiers eurent le souffle coupé. Dans le sous-sol, un espace froid, glauque, où tout semblait avoir été pensé pour une mise en scène morbide. Les murs étaient recouverts de plastique transparent, le sol parsemé de sueur. Un seau contenant des linges ensanglantés se trouvait près d'un établi, avec des outils encore humides. Sur une tablette numérique, la dernière vidéo visionnée était un tutoriel sur le dépeçage animalier. L'analyse du téléphone d'Anderson révélait aussi des échanges suspects sur des forums obscurs, des fantasmes de domination, des références inquiétantes à des expériences limites. Tout n'était pas illégal, mais tout semblait annoncer une dérive. Un homme qui chassait les limites de l'acceptable. Mais le plus glaçant venait des relevés GPS et des images collectées dans la nuit du 1er au 2 avril. Le parcours d'Anderson était précis, bar du centre, puis retour chez lui. Vers 23h08, ses coordonnées montrent qu'il quitte la maison et roule vers une zone industrielle désaffectée. C'est là que la voiture de Saad sera retrouvée incendiée. Un témoin anonyme affirmera avoir vu un homme jeter un sac dans un conteneur, puis fuir. Aucun doute, c'est là que le torse a été retrouvé. La pression médiatique s'intensifie. Les journalistes fouillent le passé judiciaire d'Anderson. Pas de crime, mais des signalements anciens pour harcèlement, tous classés sans suite. Une ex-compagne décrivait déjà, en 2019, des comportements étranges, humiliants, mais elle n'avait jamais porté plainte. Un schéma s'esquissait, celui d'un homme dont la violence était sournoise, presque invisible, jusqu'à ce qu'elle devienne insoutenable. Dans les jours qui suivent, d'autres parties du corps de Saad sont retrouvées, disséminées dans des zones boisées. Aucun ordre, aucun rituel. Juste une dispersion brutale, comme pour effacer son existence. La population de Milwaukee est en état de choc. Des marches silencieuses ont lieu tous les soirs, des centaines de femmes défilent avec des pancartes. Nous sommes Saad, pourquoi toujours nous? L'arrestation de Maxwell Anderson a lieu dans une atmosphère électrique. Les policiers le trouvent chez lui, calme, en train de boire du café. Il ne résiste pas, mais ne dit rien. Son visage reste impassible. Lors de l'interrogatoire, il nie les faits, évoque une relation consentie et un départ spontané. Mais les preuves sont accablantes. À aucun moment, il n'exprime la moindre émotion, ni colère, ni tristesse, ni regret. Juste une froideur clinique. Le procureur de Milwaukee prend alors une décision rare. Il annonce que l'affaire sera jugée comme meurtre avec préméditation aggravée, mutilation de cadavres et incendie criminel. Un triple chef d'accusation, rarement utilisé, mais jugé indispensable vu l'horreur des faits. La mère de Saad, Sheena Scarborough, est présente à chaque étape. Elle se rend à chaque conférence de presse, soutenue par d'autres mères, d'autres femmes venues d'autres États. Elle est devenue un symbole, une voix qui refuse de s'éteindre. Elle parle avec une force impressionnante. Ma fille n'était pas un fait divers. Elle était une étoile, et je ne la laisserai pas tomber. Le procès de Maxwell Anderson débuta le 10 juin 2025 au tribunal du comté de Milwaukee. La salle était pleine, journalistes, activistes, étudiants, familles de victimes de violences similaires. Le silence y était pesant, ponctué par les soupirs et les regards humides d'une communauté encore traumatisée. Face aux accusations de meurtre avec préméditation, mutilation de cadavres et incendie criminel, Anderson plaidait non coupable. Mais les preuves allaient parler pour lui. La procureure générale ouvrit le procès avec une phrase qui glaça l'assemblée. Ce n'est pas seulement le corps de Saad Robinson que l'on a tenté de détruire, c'est l'espoir d'une jeunesse. Elle exposa chaque élément de l'enquête, des images de vidéosurveillance au contenu du sous-sol, des relevés GPS jusqu'à la photo du torse retrouvé. À chaque témoignage, l'horreur prenait forme. Un des moments les plus éprouvants fut celui où un expert médico-légal décrivit les blessures. Il parla d'un acte brutal, de gestes non pas précipités mais méthodiques. Le silence dans la salle devint suffocant. Sheena Scarborough, assise au premier rang, tenait entre ses mains une photo de sa fille enfant, un sourire figé dans le passé. Vint ensuite le témoignage de l'informateur anonyme. Masqué, sa voix altérée, il raconta comment Anderson lui aurait parlé d'un nettoyage expérimental, d'une expérience humaine, des mots qui ne laissaient aucun doute sur la dimension sadique du projet. Puis, une ex-petite amie monta à la barre. Elle décrivit le contrôle, les menaces voilées, les humiliations subies. Elle n'avait jamais porté plainte, mais son récit fit l'effet d'un électrochoc. Le mal était là depuis longtemps. Anderson, lui, restait impassible. Assis droit, les mains jointes, il regardait les témoins sans sourciller. Pas un mot, pas un regard vers Sheena. Son avocat tentait de plaider un trouble mental, mais les expertises psychiatriques concluaient à une personnalité narcissique, sans pathologie mentale avérée. Aucun trouble, juste une froideur absolue. Lorsque Sheena prit la parole à la fin du procès, le silence fut total. Elle raconta la naissance de Saad, sa première rentrée scolaire, les soirées pizza en famille. Elle parla des rêves de sa fille, des lettres qu'elle écrivait à l'armée, de son envie de voler, littéralement et symboliquement. Sa voix tremblait, mais ne cédait pas. « Ce que vous avez fait, dit-elle en regardant Anderson, ne m'a pas brisé. Cela m'a changé, et je vais me battre pour que plus aucune fille ne tombe comme la mienne. »
Le 24 juin, le verdict tombe, coupable sur tous les chefs d'accusation. Maxwell Anderson est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Pas d'appel, pas de clémence. Pour beaucoup, ce jugement fut un soulagement, mais pour Sheena et ceux qui l'entouraient, la douleur restait là, brûlante, permanente. Dans les mois qui suivirent, Sheena lança la fondation Sadie's Voice, une organisation dédiée à la sensibilisation contre les violences faites aux femmes, en particulier les femmes noires. Des conférences furent organisées, des ateliers ouverts dans les universités, des groupes de parole mis en place. Cette tragédie devint un symbole, un cri, une alarme. Les jeunes de Milwaukee parlent encore de Sad comme d'une étoile tombée trop tôt. Des artistes ont peint son visage sur des murs, des musiciens ont composé des titres en son hommage. Le hashtag Justice for Sad est devenu un mantra, un rappel que certaines vies méritent d'être racontées, protégées, honorées. Et dans le cœur de sa mère, une promesse bat encore, faire entendre la voix de sa fille aussi loin que possible. L'affaire Sad Robinson ne s'effacera pas. Pas parce qu'elle fut médiatisée, pas parce que le coupable a été jugé, mais parce qu'elle a révélé ce que nous refusions de regarder en face, la vulnérabilité silencieuse des femmes, l'oubli médiatique des victimes noires, et la violence banalisée sous des masques de normalité. Sad n'était pas un numéro dans une statistique. Elle était une jeune femme qui voulait voler, et si ses ailes lui ont été arrachées, sa voix, elle, continue d'élever celle des autres. Son histoire est un rappel, un cri, une promesse, celle que sa mémoire ne sera pas réduite à un fait divers, mais à un combat pour chaque victime sans visage, pour chaque mère qui refuse de se taire.